Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir encore. C'est un nouveau rendez-vous des mardis de l'espace des sciences que nous vous proposons. Juste avant de commencer, je vous rappelle que en ce moment, ce sont les vacances. Qu'il y a beaucoup plus d'animations. Je crois qu'il y a 18 animations par jour dans les différentes salles de l'espace des sciences. Donc, vous pouvez venir très, très nombreux y assister. Et puis, vous savez qu'il y a plein de choses à voir. Il y a toujours notre expo fourmis, il y a toujours la biodiversité. Vous avez fait le laboratoire de Merlin, Monsieur Ménard? La dernière fois, la fois précédente, La oui. fois précédente. Mais là, vous avez fait l'auditorium. Oui, Le planétarium. le planétarium. Planétarium. Un rêve, oui. Oui, vous étiez sur un petit nuage en descendant, Oui, j'avais oui, tout l'impression. à fait. Oui, on est zen après, c'est formidable. C'est moins cher qu'une psychanalyse. Enfin, non, c'est autre chose. Alors, nous sommes particulièrement heureux de vous recevoir ce soir parce que nous avons eu un petit rendez-vous manqué l'année dernière et vous n'arrêtez pas de vous excuser de cela alors que vous n'y pouvez rien puisque c'était un problème de santé. Et nous sommes vraiment très, très heureux de voir que vous êtes en forme, que vous nous avez rejoints et que vous êtes tellement contents et passionnés de nous faire cette conférence ce soir. Alors, je vais essayer de vous présenter. Vous êtes originaire de Nice. Vous avez fait vos études à Marseille et à Grenoble. Vous êtes... alors, je vous disais ça tout à l'heure, mais c'est vrai que ça m'amuse parce que je vous disais, pour les gens qui ne connaissent rien aux sciences et à qui je dis, je reçois ce soir un physicien qui est un spécialiste des milieux désordonnés, ça fait bizarre, hein? Vous êtes d'accord? Oui, oui, mais je ne suis pas le seul dans la salle, hein. J'ai mon ami Daniel, là, Oui, qui Daniel fait pareil Bidot, que qui est moi. avec nous ici, Oui, voilà, qui est aussi un spécialiste des milieux désordonnés, mais ça ne m'étonne pas de sa part, hein. absolument. Oui, oui, C'est Daniel Bidot qui aussi programme et présente les conférences que nous faisons chaque mois à Morlaix, où bientôt il va exister un très très bel espace des sciences dans quelques années, dans un lieu magnifique, l'ancienne manufacture de tabac de Morlaix. Mais déjà, il y a des conférences scientifiques là-bas tous les mois qui marchent très très bien aussi. Et on en fait, alors là-bas tous les mois, on en fait aussi 5 dans la saison à Saint-Malo, au théâtre de Saint-Malo. Et on a effectivement aussi de plus en plus de monde. On a l'impression que les gens ont vraiment envie de connaître et de comprendre ce que font ces mystérieux savants dans leur labo. Alors, vous êtes donc professeur émérite à l'université Joseph Fournier de Grenoble. Vous êtes membre du comité d'éthique du CNRS. Vous avez eu beaucoup de responsabilités dans l'organisation et la médiation de la science. Vous avez été directeur de la mission scientifique et technique pour la physique et les sciences pour l'ingénieur. Vous avez été conseiller auprès de la direction de la recherche du ministère de la Recherche et de la Technologie. Vous avez été le premier promoteur du programme national de recherche sur les nanosciences. C'était en 2002 au ministère de la Recherche. Et puis, vous avez été aussi président de la Société française de physique. J'ai tout bon? bon, Ah, tout vous, bon. vous pouvez m'arrêter, C'est hein. un peu trop, hein, mais bon. Non, 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 non. Oui. Vous êtes l'auteur d'une centaine de publications, beaucoup d'ailleurs, plusieurs, enfin, ces dernières années concernant l'éthique. L'éthique et les Exactement. nanotechnologies plus spécialement? Oui, enfin, un certain nombre de problèmes qui touchent au métier de chercheur et de l'éthique pour les bonnes pratiques du métier de chercheur. Par exemple, je sais pas, des recommandations qu'il faut faire souvent aux jeunes quand ils publient un papier, de ne pas oublier quand même tous ceux qui ont travaillé, enfin tout ça, toutes ces règles élémentaires. Nous en avons fait un recueil qui s'appelle de guide pour une conduite intègre du chercheur. Voilà, c'est le travail du comité d'éthique du CNRS, dont je fais partie. Voilà. Alors, ce soir, vous avez choisi de nous parler du temps. Pourquoi du temps? Ah, pourquoi? Oui. Euh,
Écoutez, c'est quand même, bon, il y a deux éléments de réponse, hein. La première, c'est que dans ma carrière, j'ai croisé le maître du temps, que vous avez vu ici il y a quelque temps, et qui s'appelle Matthias Fink, Et il est qui a venu ici en 2011. en 2011, vous Mm. voyez, le temps a passé un peu. Il a inventé des miroirs à retourner le temps. Et moi, je le connais depuis un certain temps. Voilà. Et nous avons beaucoup discuté ensemble. Et c'est un peu lui qui m'a poussé sur ce thème-là. Mais c'est vrai que je suis physicien fondamentalement. Donc, je vais dire un mot là-dessus, si vous voulez. J'aimerais bien savoir ce que les physiciens peuvent apporter comme réponse à ce problème du temps qui passe et qui ne revient pas. Bon, le deuxième point, c'est que émérite, âgé et tout ça, on est quand même un peu préoccupé par le temps qui passe. Vous Enfin, avez remarqué ça oui, aussi? oui, oui. Je Mais on suis n'a pas peut-être pas besoin le d'être seul. physicien pour s'en rendre Non, compte, c'est hein. vrai, oui. Je vous le dis. Alors, vous avez donc choisi ce soir de nous parler du temps. Alors, à défaut de le renverser, moi, je peux quand même le remonter. On vient de parler de Matthias Fink, c'était donc en 2011 qui nous avait proposé cette conférence Renversement du temps, ondes et innovation. Mais en 2013, plus récemment, Gérard Berry nous a parlé du temps aussi. Le titre, c'était Parlons du temps, mais d'une manière formelle. Et puis en 2008, Étienne Klein posait cette question, et il répondait bien sûr en partie, peut-on voyager dans le temps? Le temps fascine, passer le temps qui s'accélère, ne pas avoir le temps, laisser du temps au temps, etc., etc. Ce que je me demandais, c'est est-ce qu'on peut dire en quelques mots, est-ce qu'on peut expliquer en quelques mots que le temps n'est pas forcément le même pour tout le monde? Est-il le même pour les cosmologistes que pour les astrophysiciens, que pour les biologistes, et pour nous qui courons toujours après ce temps? Oui. Ben oui, écoutez, je vais vraiment en parler très en détail de ce point-là, mais s'il faut une réponse, on pourrait dire que ce terme, ce concept du temps qui passe, en fait, est actuellement très controversé parmi les physiciens. Et je vais vous dire un peu en deux mots hein, comment se font les engagements des uns et des autres. Alors d'un côté, il y a Einstein, c'est vrai, c'est quand même impressionnant, hein, mais moi je ne suis pas de ce côté-là. De l'autre côté, il y a Boltzmann et puis aussi de grands physiciens aussi. Et Bergson, je veux dire, dont on dira quelques mots tout à l'heure. Oui, c'est vrai, bonne question. Est-ce que le temps passe pour tout le monde, pour tout objet, à toute échelle, depuis l'échelle la plus petite à l'échelle la plus grande comme la cosmologie? Est-ce qu'il passe de la même manière? Est-ce que l'unité de temps est la même pour tout le monde? C'est vraiment des questions en débat aujourd'hui, très ouvertes. Oui. Alors, la bibliothèque des Champs Libres a aussi préparé une table avec Oui. quelques livres en relation avec le thème de cette conférence. On en a parlé tout à l'heure, juste celui de Carlo Rovelli, Et si le temps n'existait pas, un peu de science subversive, qui est paru chez Duno. Je crois que vous connaissez Carlo Rovelli, vous Oui. connaissez son livre. Vous me disiez que la partie finalement la plus intéressante, c'était peut-être la partie où il parle de son propre Oui, itinéraire. voilà, oui, oui. Donc c'est quand même un scientifique qui a eu très jeune et très brillant et tout ça. Et c'est intéressant de lire un peu sa biographie. Je veux dire, le bouquin quand même est les 4/5e biographies et 1/5e de physique très dur, très Bon, très dur. et alors vous me disiez, celui-ci est passionnant, ça s'intitule La Renaissance du temps, pour en finir avec la crise de la physique, encore chez Duno, dans la Ouais. collection Quai des Sciences. Il est signé Lee Smolin, je ne sais pas comment on prononce, Smolin ou Spolin. Oui. Alors là, vous me disiez que c'est un livre passionnant, pas facile du tout, que vous n'aviez pas tout compris, Ouais. mais que c'était intéressant quand même. Oui, 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 j'adhère. Vous n'avez pas cité quand même Étienne Klein, qui a écrit 2 ou 3 très bons bouquins sur le temps, Ah, mais Étienne qui sont est mes venu livres de déjà. chevet. Oui, Absolument, il oui, est déjà venu plusieurs fois ici et effectivement, il nous a parlé de ses livres et ce sont oui. des livres très intéressants. Et lui, il était venu en 2008, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, je l'ai dit, hein, je crois. Non, je ne l'ai pas dit d'ailleurs.
Si, je sais plus. Enfin voilà, il est venu en 2008 et il va revenir très bientôt, j'espère. C'est un monsieur qui est extrêmement demandé lui aussi, hein, Étienne Klein. Voilà. Alors, je vous précise que cette conférence est enregistrée, donc vous pourrez la revoir sur le site de l'Espace des Sciences, ce qui n'était pas le cas de celle de la semaine dernière. Et je voulais quand même vous en dire juste un petit mot rapide. C'était une conférence qui nous a été donnée par Jean-Pierre Bourguignon, qui est pédiatre endocrinologue au CHU de Liège. Il est venu de Liège pour nous faire cette conférence et le thème était la puberté, le grand chambardement de la tête aux pieds. Cette conférence était passionnante, vraiment. Donc, elle n'a pas été enregistrée, mais vous pouvez la réécouter quand même sur le site de l'Espace des Sciences en audio. Hein, voilà, elle n'a pas été filmée. Voilà, bah, celle-ci l'est, grâce à toute notre équipe des films de l'autre côté et du Créa de Rennes, et puis grâce aussi à Jackie, qui est notre monsieur vidéo de l'Espace des Sciences. Donc, merci à Gwen et à Vincent qui sont en régie. Et voilà. Alors maintenant, on va vous écouter. Et puis, on va prendre le temps de vous écouter. Je vais me mettre dans un petit coin et vous me regarderez de temps en temps pour que... Hein? Oui, j'ai un gros défaut, c'est que je dépasse mon temps. Hein. Donc, vous me faites signe. Donc, là, je serai quand la il faut gardienne arrêter. de votre Voilà. temps, Oui, oui. mais sans trop vous embêter quand même. Hein. Et puis D'accord. après, bah oui, parce qu'on voudrait garder du temps pour vous poser des questions. Oui, oui, c'est très bien ça. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Je suis sûre que ça va être très bien. Merci à tous, bonne soirée et à tout à l'heure. Bien. Bon, écoutez, j'ai prévu un petit compliment au début, là, je ne voudrais pas oublier. D'abord et surtout, je vous remercie de cette invitation. J'ai vraiment pour l'Espace des Sciences de Rennes une admiration, une sans borne. Je veux dire, je trouve que en France, bon, on met un peu Paris à part parce que c'est trop compliqué, Paris, mais c'est quand même un des endroits, si vous voulez, où la science est la mieux présentée, la mieux défendue, la plus animée, la plus vivante. Et je voudrais remercier donc Michel Cabaret, bien sûr, Daniel Bidot, qui fait partie aussi de ce groupe d'animation, qui ont fait le grand plaisir de m'inviter ce soir. Je peux vous dire qu'en tant que Grenoblois, j'ai aussi une grande jalousie parce qu'à Grenoble, les choses ne sont pas aussi bien qu'ici. Et d'ailleurs, je ne connais pas d'autres villes de France où les choses sont aussi bien qu'ici. Donc pour moi, c'est, comme on dit, le top niveau de ces organisations de sciences. Et je pense que les Bretons, les Rennais, tout ça vont être des gens qui vont aimer la science et par les temps qui courent, c'est peut-être une très bonne chose. Voilà, bon, je voulais dire ce petit compliment au début. Je voudrais dire aussi que bon, ma défaillance l'année dernière m'a fait que j'ai annulé au dernier moment ma conférence et je m'en excuse à nouveau pour ceux qui prévoyaient cette... bon, enfin, cette fois-ci, ça marche. Et voilà, je suis bien content. Voilà, donc on va aborder... Alors attendez, il faut que je mette en marche l'appareil. Je pense que... Ah ben ça y est déjà, c'est formidable. Voilà. Donc je vais vous parler du temps et c'est quelque chose que tout le monde ressent, a ressenti et ressentira encore. C'est un problème un concept que l'humanité a abordé depuis le début, qui a pris des allures assez différentes à l'Occident ou à l'Orient, je dirais quelques mots là-dessus, et que la science, et en particulier la physique, mais pas seulement, a essayé de développer une compréhension. Et vous verrez que c'est un problème horriblement compliqué et que la compréhension aujourd'hui que l'on peut donner n'est pas complète. Il y a différents types d'analyses qu'on peut faire. Elle est controversée. Voilà. C'est un domaine qui mélange à la fois les scientifiques, alors les physiciens, mais aussi par exemple les biologistes, les neurologues qui travaillent sur le problème du vécu du temps pour chacun d'entre nous, mais aussi évidemment les artistes, en particulier les arts plastiques. Je vous montrerai quelques peintures qui me semblent tout à fait intéressantes dans la discussion que nous allons avoir.
et puis aussi évidemment les poètes et les grands écrivains. Donc je terminerai, non, mon suspense, je veux le maintenir quand même un petit peu. Voilà, alors c'est un sujet, il y a des milliers et des milliers de livres là-dessus, des milliers et des milliers d'articles, tout ça. Donc, il n'est pas question de faire de l'exhaustivité ni un catalogue de tout ce qui a été dit depuis la nuit des temps. C'est énorme. Moi, je vous présenterai un point de vue de physicien qui n'est en partie dans l'orthodoxie, un peu moins aussi, et qui vous posera enfin, j'espère que vous en garderez l'idée que c'est un problème très actuel qui demande beaucoup d'efforts de réflexion et de conceptualisation. Alors, voilà, tous les gens qui parlent de cela, et si vous regardez sur YouTube, comme on dit, et ailleurs, vous verrez que la première diapositive, la première image qui est présentée, c'est toujours une référence à saint Augustin, qui était donc un disciple de Jésus-Christ, qui vivait 400 ans après Jésus-Christ, en Tunisie, en fait, à la frontière entre la Tunisie et le Maroc, et qui a écrit énormément de textes d'ordre religieux, théologique et philosophique. Et en particulier, il a dit ces deux phrases-là qui sont, je crois, quand même pleines de sagesse. Si personne, qu'est-ce que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais, mais si on le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. Et ça exprime, si vous voulez, le fait que nous, humains, nous vivons dans le temps. Nous sommes absolument immergés dans le temps qui passe. Et à la différence, par exemple, de l'espace, où on peut avoir une distance, on peut, grâce au GPS ou d'autres choses, on peut en tout cas voir les choses distanciées. Pour le temps, on est en plein dedans. Et le vécu, si vous voulez, c'est-à-dire le présent, le passé et le futur, c'est une sensation que nous avons quotidiennement. Et donc, beaucoup de philosophes pensent d'ailleurs que tout ce qu'on peut dire sur le temps est en fait entaché de cette vision parce que nous sommes dedans et que nous n'avons pas assez d'objectivité, que la subjectivité du temps ici est trop forte pour en faire en fait une véritable analyse. Alors, je crois que en physique, en tout cas, en chimie et ailleurs, on a essayé d'objectiver tout ça. Et ça, c'est l'objet de ce que je vais vous raconter dans un instant. La suite. Alors oui, je crois quand même qu'il faut donner d'abord la parole aux poètes, et en particulier à Lamartine. C'est un poème que vous avez appris quand vous étiez au lycée, et qui comporte, si vous voulez, quelques mots clés de la problématique d'aujourd'hui. Je lis. Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportés sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour? Bon, c'est un des quatrains du poème qui s'appelle Le lac. Et si vous voulez, j'ai marqué en rouge la problématique que l'on va aborder dans cette conférence. Toujours, donc, le sentiment, si vous voulez, de l'éternité, du temps qui passe. Éternel, pareil. Sans retour. Alors, est-ce qu'on peut retourner le temps? Ça va être l'objet d'une partie de ma conférence. S'arrêter, arrêter le temps sur l'océan des âges et s'arrêter en jetant l'ancre un seul jour. Voilà, dans ce poème-là, si vous voulez, les problématiques les plus... La problématique la plus cruciale, enfin, de ce qu'on peut se poser à propos du temps. La question qu'on se pose et que vous pouvez vous poser, c'est le temps passe et ne revient pas. Est-ce qu'il y a une explication physique aujourd'hui de ce passage du temps? Est-ce que on est condamné à ne pas savoir vraiment, on est condamné à une subjectivité complète par rapport à ce sentiment-là, ou est-ce qu'on peut objectiver cela, par exemple en se mettant dans la peau d'un noyau de carbone 14 qui, à un moment donné, va émettre un électron, et lui, pour lui, le futur, c'est sa désactivation,
Et le passé, ben, c'était quand il était dans cet état-là. Il a été créé par les rayons gamma Mais donc, je fais la liaison entre les physiciens et les scientifiques, de manière générale, aimeraient bien savoir les lois de la nature qui sont sous-jacentes à ce phénomène-là. Alors, je vais vous dire, voilà le menu, mais je ne sais pas si je ferai tout, parce que c'est peut-être un peu long, et vous me direz d'ailleurs quand j'outrepasse le temps. Ce que j'ai prévu de vous expliquer, c'est au fond le problème du temps, c'est le problème de la réversibilité ou de l'irréversibilité. L'évolution vers le futur est-elle inéluctable? Peut-on revenir vers le passé? Peut-on renverser le temps? C'est l'objet de ma conférence. Je vous dirai quelques mots à la fin de ce menu. Alors, l'entrée, si vous voulez, c'est quelques mots sur le temps avant la science, depuis Platon jusqu'aux philosophes du XXe siècle. Je vous dirai quelques mots après de la révolution scientifique Newton, la fondation du temps absolu. Je vous dirai quelques mots de la relativité parce que ça a apporté beaucoup de recul sur ce problème-là. Et puis je commencerai à aborder le problème de la flèche du temps, de l'irréversibilité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde quantique? Peut-on expliquer, par exemple, l'émergence des systèmes de plus en plus complexes comme les systèmes vivants ou même l'évolution actuelle de l'univers? Voilà. Et est-ce qu'avec les techniques que l'on a mis au point aujourd'hui, on peut imaginer qu'il y a des machines qui permettraient de renverser le temps? Bon, voilà. Ça, c'est si vous vous perdez au milieu, c'est numéroté. Donc, voilà. Alors, je commence par le temps avant la science. Et là, je fais allusion en particulier aux premières réflexions en Occident sur le temps, formulées par Aristote, et qui consiste à dire des choses extrêmement simples liées aux observations du moment. Le temps est mouvement. Donc, quand vous tirez une flèche, si vous voulez, sur un ennemi, en particulier, comme sur la figure, là, eh bien, tant que la flèche est en mouvement, le temps passe, mais si la flèche est immobile, le temps s'arrête. Donc, avec l'immobilité, le temps s'arrête. Voilà les idées d'Aristote. Le temps est lié à la notion de changement de la durée et de la matière en mouvement. Alors, ça, c'est une idée fondamentale qui va être reprise par les physiciens du XVIIe siècle, de la Renaissance, si vous voulez, Newton et tout ça. Le temps, c'est le changement. Le temps, la durée, et c'est le mouvement, et c'est l'échange en particulier avec d'autres objets. Et l'idée la plus fondamentale que Aristote a produite à cette époque, c'est que le temps est une substance universelle, éternelle, et il dit même le temps est le moteur des choses ou la force de vie qui circule dans le grand corps de la nature. Autrement dit, la nature, au fond, la propriété numéro un, c'est finalement le temps qui passe, et pas tellement l'espace ou la répartition spatiale des objets. Voilà pour Aristote. Alors, à l'opposé, et à la même époque, les Chinois menaient une réflexion sur le temps qui est totalement différente. Pour eux, ils observaient qu'il y avait l'éternel retour des saisons et que le temps était cyclique. Hiver, printemps, été, automne, et puis à nouveau l'hiver et tout ça. Et les philosophes chinois de cette époque ont pensé le temps à partir des saisons, en disant qu'il ne faut pas, s'opposer à cela. Le sage, le philosophe, est hivernal en hiver, printanier au printemps. Et donc, il y a, si vous voulez, une attitude vis-à-vis de la nature où le temps, en fait, est fondamentalement périodique. Alors, bien sûr, on naît, on vit, on meurt, mais peut-être on peut être réincarné, comme dans la religion bouddhiste en particulier. Il n'y a pas le tragique du temps qui a été comment dirais-je, inventé dans les religions monothéistes de l'Occident. Donc une grande sérénité pour ce genre de choses. Et aujourd'hui, on comprend bien aussi que l'observation du mouvement périodique des planètes
et des horloges, est tout à fait en faveur de cette périodicité du temps qui revient toujours au même instant, mais avec des difficultés fondamentales que je vais signaler dans un instant. Oui, à l'opposé, donc, les religions monothéistes de l'Occident, en particulier les trois religions monothéistes, juives, chrétiennes et musulmanes, définissent le temps de manière linéaire. Vous avez toujours une création de l'univers. Dieu créa, enfin pour la religion chrétienne par exemple, l'univers en un jour, en une semaine, enfin. Et puis aussi vous avez en bout de cela une apocalypse. Et ça donne évidemment à cette philosophie-là, à cette conception-là, un tragique du temps qui passe et qui ne revient pas, qu'on ne trouve pas dans les philosophies asiatiques. Et si vous voulez, là tout de suite, on voit que l'Occident, quand même, est beaucoup plus impliqué dans le tragique des choses que l'Orient, qui l'est moins. Enfin bon. En cosmologie, aujourd'hui, il y a plusieurs théories, mais l'une, par exemple, enfin la théorie la plus admise quand même, c'est que l'univers a été créé il y a 13,438 milliards d'années, par une grande explosion, une singularité initiale, que l'univers évolue et que peut-être il va se terminer par soit, il y a deux théories qui s'affrontent, soit un collapse de l'univers, un big crunch comme on dit en anglais, ou bien au contraire quelque chose qui va revenir en arrière. Mais tout ça pour vous dire que dans la cosmologie actuelle, ces idées des choses qui peuvent revenir sont aussi présentes dans un certain nombre de théories. Alors, pourquoi le temps qui revient, qui est périodique, n'est pas satisfaisant, en particulier pour les scientifiques? Bien, pour la raison de la causalité. Vous savez que dans tout phénomène physique, quand on produit un effet, il y a une cause qui est antérieure à cet effet. Par exemple, là, le petit dessin que je montre ici, avec la manivelle qui tourne, a pour effet évidemment de donner un coup de pied à la fin, mais la cause, c'est qu'on tourne la manivelle, et l'effet, c'est justement le coup de pied qui suit. Et donc, dans le temps, il y a, dans la variable temps, il y a un ordre du temps qui passe, et donc il est très important de distinguer ce qui est antérieur de ce qui est postérieur. Alors que pour les variables d'espace, si vous voulez, il n'y a pas cela. Donc, une grande distinction, je veux dire, entre les deux. Bon, là, je fais un saut, je passe de Kant à ces philosophes du XXe siècle, à propos du présent, passé et futur, qui ont beaucoup intrigué les philosophes, puisque le présent, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que le présent? Ben, le présent, il passe à chaque instant, je veux dire, il est, on dirait, glissant. C'est pas quelque chose de fixe. Le présent devient le passé. Et puis, après, si vous voulez, à mesure qu'il évolue, il y a le futur qui est devant. Donc, Bachelard a beaucoup travaillé sur cette idée-là. Et il a dit, le temps n'a qu'une réalité, celle du présent. Donc, ça à mettre dans un contexte aussi de la physique dont on reparlera un petit peu plus tard. C'est que le présent, c'est la réalité des choses. Bergson a beaucoup réfléchi sur le problème du temps, a produit beaucoup de livres, Durée et simultanéité, par exemple, qui est indiqué sur la partie gauche de l'écran, et qui dit la vie peut recevoir des illustrations instantanées, mais c'est vraiment la durée qui explique la vie. Autrement dit, il ne faut pas se braquer uniquement sur le présent qui glisse et qui passe, si vous voulez, mais il faut considérer en fait des périodes plus ou moins longues dans lesquelles les phénomènes, les événements, les choses évoluent. Et je vous ai mis un bouquin que je viens de lire, là, de Jean-Claude Amezen, vous savez, le président du Comité national d'éthique, en plus un grand immunologue distingué, qui a écrit des bouquins sur les épaules de Darwin. Et il y a tout un chapitre sur les expériences qui sont faites aujourd'hui en neuropsychologie pour savoir est-ce que vraiment cette notion de présent est tout à fait correcte dans notre cerveau des humains, nous qui réfléchissons.
Et en fait, il semble, d'après des tests qui sont faits en psychologie expérimentale, que le cerveau comment dirais-je, ne précise pas tout à fait l'instant où nous sommes. Il se met cet instant-là, à chaque moment, entre un peu de passé et un peu d'avenir. C'est ce que Amezen appelle le halo du présent. En fait, notre cerveau, si vous voulez, n'est pas, comment dirais-je, très résolu en temps. Et à chaque instant, notre cerveau est impliqué dans le passé et dans le futur. Donc le présent, c'est une espèce de halo qui va se déplacer comme ça, avec le temps. Voilà. Alors, je suis vraiment très court. Et là, je passe à Newton et la fondation de la physique à la Renaissance, avec une nouvelle conception du temps qui va apparaître et qui a fondé la physique jusqu'à Einstein, enfin jusqu'à récemment. Alors ça a été fondé par Galilée et puis mis en équation par Newton. Et l'idée fondamentale, c'est que le temps est une variable continue, c'est-à-dire que le passé, le présent et le futur sont infiniment proches. Il n'y a pas de distinction il n'y a pas de discontinuité. Elle est universelle, c'est-à-dire elle est valable pour tout le monde, pour tous les objets, pour nous aussi, les humains, pour tous les systèmes vivants. Elle est orientée, cette variable temps, dans le sens du passé vers le futur, et c'est un axe du temps en écoulement uniforme. C'est ce que Étienne Klein, d'ailleurs, appelle dans son livre le cours du temps. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui, indépendamment de nous, nous sommes plongés dans un espace-temps où il y a une évolution continue, inéluctable de cette évolution. Le cours du temps est inexorable et intangible. Ça vient de ces analyses de Newton et de Galilée en particulier. Et évidemment, il y a le temps d'une part dans lequel nous sommes plongés, puis il y a les objets. Madame, le temps s'en va, madame. Là, le temps, non, mais nous en allons. Donc c'est le passage, si vous voulez, de la subjectivité du temps à son objectivité. Et c'est très bien dit dans ce poème de Ronsard en 1905, je ne sais pas quelle année. Voilà. Alors, Newton, avec Galilée fait les expériences et Newton fait la théorie, arrive à une formule. Alors, je m'excuse, il y en aura deux dans ma conférence, mais parce que, bon, il faut le faire quand même une fois. Je suis physicien, on peut difficilement se passer de ça. Donc, vous avez vu au lycée, peut-être aussi ailleurs, que quand vous appliquez une force à un objet, cet objet, c'est pas la vitesse qui lui est communiquée par la force, mais c'est l'accélération, c'est-à-dire le changement de la vitesse au cours du temps. Faut voir la performance quand même de ces fondateurs-là, car les expériences qui se faisaient à l'époque, en fait, c'était plutôt quand on tirait une charrette, plus on tirait fort, plus sa vitesse était grande. Et il a fallu, comment dirais-je, imaginer qu'il y avait des forces de frottement et tout ça, mais que la vraie relation, c'était que l'accélération était proportionnelle à la force. Alors, il faut dire que Galilée, avec ses expériences de plan incliné, avait fait toutes les expériences qui allaient dans ce sens-là. Alors, cette relation-là, elle va fonder la physique pour 500 ans. Et elle montre que si vous connaissez les forces, vous êtes capable de prédire l'accélération des objets. Et donc, il y a un déterminisme sous-jacent dans toute cette théorie des fondateurs de la physique de Newton. Et donc, il y a prédiction du futur. Si vous vous donnez à un instant donné, c'est l'expérience de base, si vous voulez, une particule, si vous vous donnez à un instant donné sa position et sa vitesse, vous savez exactement, compte tenu des forces qui vont s'appliquer sur elle, quelle va être sa trajectoire. Donc, le monde physique, si vous voulez, à travers ces lunettes-là, est un monde totalement déterministe, où le futur est totalement prédictible à partir de ce qu'on appelle des conditions initiales. Alors, il y a quelque chose de plus, et ça, c'est pas vraiment dans les textes initiaux, ni Newton, ni Galilée
été intéressés par cet aspect, mais nous le sommes aujourd'hui, si vous voulez. C'est qu'en plus, dans ces relations de la dynamique, il y a la notion de réversibilité. Et dans le transparent suivant, non, attendez, juste une petite seconde, là, oui, je reviens en arrière. Quand on va écrire ces équations du mouvement, quand on va décrire le mouvement, on peut s'apercevoir que l'évolution peut se faire soit dans un sens, alors évidemment si la vitesse et la position sont comme ça, on aura une trajectoire comme ça, mais si on change la condition initiale, les particules peuvent très bien décrire à l'envers, si vous voulez, la trajectoire. Donc il y a une réversibilité complète des mouvements de ces systèmes mécaniques. Alors, le déterminisme, ben voilà, c'est que si on croit que l'univers est décrit par la relation de Newton, tout ça, avec la gravité dont je n'ai pas parlé, enfin, si on met des conditions initiales et si tous les objets obéissent aux équations d'une mécanique déterministe, vous avez des particules qui vont évoluer au cours du temps, et puis on peut prédire qu'après un certain temps, par exemple, toutes ces particules vont s'assembler et former, par exemple, le tableau de Kandinsky. Ce serait presque prédéterminé, si vous voulez, si on croit à la théorie fondamentale de la mécanique, comme ici. Et alors, la réversibilité, ben, c'est que le futur et le passé, en fait, peuvent être... Le temps peut s'écouler indifféremment vers le futur et vers le passé. Il n'y a pas de choses nouvelles et ça va être quelque chose de tout à fait possible. Alors, je vous ai prévu là une expérience de pensée, enfin, qui est réalisée comme ça. J'ai réécrit la loi de Newton en haut, où la force est proportionnelle à l'accélération. Alors, l'accélération, c'est la dérivée seconde là, de R par rapport au temps. Enfin, je ne veux pas faire des maths là, mais vous avez vu ça quand vous étiez petit. Et donc, si vous prenez deux boules de billard, une verte et une rouge, que vous les envoyez les unes sur les autres, ici, il va y avoir une collision. Les boules vont repartir comme ça après la collision. Et ça obéit à des lois de la mécanique qui sont très simples à mettre en évidence. Alors, la réversibilité peut être mise sous la forme suivante. Si vous avez une petite machine qu'on appelle, ou disons, on peut imaginer qu'on a un petit appareil qui capte la boule verte, sa vitesse, par exemple, et sa position, et qui inverse la direction de la vitesse, et idem pour la boule rouge. Alors, ça s'appelle des démons de Loschmidt, on verra dans un instant pourquoi, parce qu'il y a une grande bagarre entre Boltzmann et Loschmidt à ce propos-là. Et donc, vous refaites exactement la trajectoire à l'envers. Autrement dit, les lois de la mécanique peuvent très bien décrire soit une évolution dans un sens, soit une évolution dans l'autre. C'est ce qu'on appelle la réversibilité. Alors, bataille, controverse importante à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe entre Leibniz et Newton. Et ça, c'est un peu plus subtil. C'est donc, d'une part, Newton, je commence par la droite, l'espace absolu, sans relation aux choses externes, demeure toujours similaire et immobile. Autrement dit, l'espace est absolu, qu'il y ait des choses ou pas, qu'il y ait de la matière ou pas, et elle est toujours, l'espace, en particulier l'axe du temps, si vous voulez, aura toujours le même écoulement dans tous les cas. Et déjà à l'époque, Leibniz, donc exactement à la même époque, il dit une chose qui est beaucoup plus subtile et qui va être repris en fait dans la physique très moderne, c'est que l'espace et le temps n'apparaissent que secondairement aux objets pour exprimer leur relation de contiguïté et de succession qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Autrement dit, il n'y a pas de concept absolu de l'espace, de distance et tout ça. C'est toujours parce que deux objets, deux personnes se parlent, il y a un échange mutuel. C'est ça qui va fabriquer finalement l'espace-temps. Donc c'est le contre-pied de Newton qui dit que l'espace-temps est absolu. On plonge les objets dedans après, mais il est absolu. Là, il dit non, non, non. L'espace-temps est construit par les échanges mutuels. Et ça, c'est une idée extrêmement moderne. Le dernier prix Nobel de physique a été attribué
théoricien qui avait inventé le boson de Higgs. Et le boson de Higgs est une particule qui va fabriquer les masses entre les particules élémentaires. Cette notion, si vous voulez, que la masse n'est pas un absolu, que les propriétés physiques ne sont pas un absolu, elles viennent des interactions mutuelles. Et ça, déjà, Leibniz, à la fin du XVIIe siècle, enfin, au début du XVIIIe, énonçait cette propriété qui est absolument très moderne et remarquable. Alors, je franchis quelques étapes. Là, je suis maintenant au début du XXe siècle. Qu'est-ce que le temps? Alors, le problème que se pose Einstein à cette époque-là, et d'autres, comme Poincaré, et puis encore Minkowski et d'autres, c'est que est-ce que le temps est absolu? Est-ce que, suivant Newton, le temps est absolu? Est-ce que les horloges sont les mêmes si, par exemple, deux observateurs sont en mouvement les uns par rapport aux autres? Donc, il introduit, si vous voulez, un problème de physique qui est remarquable, qui est le fait que est-ce que si on bouge l'un par rapport à l'autre, si nos référentiels, comme on dit dans le jargon technique, sont en mouvement l'un par rapport à l'autre, les horloges vont indiquer le même temps? Et là, il y a d'une part une observation physique qui est faite à l'époque et qui est que la vitesse de la lumière est la même si deux référentiels bougent l'un par rapport à l'autre. C'est les expériences de Morley qui ont été faites où ils ont mesuré la lumière émise par une étoile quand la Terre avançait du côté de cette étoile et quand la Terre reculait par rapport à cette étoile. Et ils avaient découvert que la vitesse de la lumière, à une précision très grande, était la même. Donc, ça ne marche pas du tout avec la physique classique de Newton. La physique classique de Newton vous dit que si, par exemple, vous êtes sur un tapis roulant qui va à la vitesse v, comme c'est indiqué dans la figure d'ici, et que vous déplacez vous à la vitesse c, eh bien, par rapport à un observateur qui est en dehors du tapis roulant, par exemple, v c'est le TGV, vous courez pour aller au bar pour arriver le premier, il y a les vaches qui vous regardent, et elles disent, c'est normal, sa vitesse par rapport à un référentiel immobile, c'est V plus C. Vous allez plus vite, ou si vous courez en sens inverse, c'est V moins C. Il y a des compositions de vitesse, des additions de vitesse qui ne sont pas applicables quand on s'intéresse à la vitesse de la lumière, car quelle que soit l'émission sur le tapis roulant, eh bien, la lumière doit toujours aller à la même vitesse. Alors, ça posait beaucoup de problèmes, et là, je ne vais pas développer cela, c'est les fondements de la relativité d'Einstein, si vous voulez, mais ça a produit, par exemple, des choses très nouvelles, c'est que les temps ne sont pas les mêmes pour deux observateurs qui se déplacent l'un par rapport à l'autre. Et d'une manière générale, s'il y a une vitesse relative, les horloges vont indiquer que le temps peut se dilater dans certaines conditions par rapport à un autre observateur. Et de la même manière, par exemple, que les longueurs vont être contractées. Parce que la vitesse de la lumière est constante, on ne peut pas laisser le temps absolu ni la longueur absolue. Voilà, par exemple, juste un petit dessin qui vous montre que Langevin a traduit tout cela par une métaphore, le paradoxe des jumeaux dont vous avez peut-être entendu parler. Deux jumeaux se quittent. Dans le graphique que j'ai représenté là-bas, ils sont tous au même instant au point A, si vous voulez. L'un reste immobile, c'est celui qui est sur le fauteuil roulant, alors que son jumeau va se promener dans l'espace et va avoir une trajectoire qui est A, B, C. Et donc, ce que vous direz... Pardon ? Micro. Ce que vous diriez, ayant appris le théorème de Pythagore ou l'équivalent, vous diriez oui, mais alors, évidemment, les longueurs AB plus BC, enfin, c'est beaucoup plus long si c'est un triangle rectangle, par exemple, que l'hypoténuse, hein, c'est évident. Eh bien, dans la métrique d'Einstein, qui s'appelle la métrique de Minkowski, c'est pas du tout le cas. Si vous vous promenez sur les arêtes du triangle AB et C, en fait, la longueur de ces arêtes, la somme AB plus BC, est moins que si vous restez sur l'axe AC. Car le temps intervient dans la métrique de l'espace-temps. Alors bon, je n'ai pas trop le temps de détailler tout ça, c'est peut-être un peu abstrait, mais pour vous dire que
la première fois dans l'histoire des sciences, on introduit une relativité dans le mouvement, et ça a pour des conséquences importantes, par exemple, sur... alors, la deuxième production d'Einstein, c'était en 1917, un peu plus tard, quand il introduit la gravité, les masses qui s'attirent par les forces de gravitation. Et ce qu'il montre, c'est que ces masses-là déforment l'espace-temps, qui est un peu bizarre, dont je vous ai parlé précédemment. Et des expériences ont été faites une année après et ont validé en fait le résultat d'Einstein sur la relativité. Bon, je passe un peu vite là-dessus, parce que je voudrais vous montrer l'autre aspect, la face sombre de cette affaire, qui est la flèche du temps et l'irréversibilité. Tout ce que j'ai dit précédemment se développait dans un cadre de, disons, soit l'équation de Newton, soit l'équation d'Einstein, qui est un peu différente parce que le temps devient élastique, aussi d'ailleurs l'espace, mais finalement, il y avait toujours la réversibilité. Alors maintenant, je pose le problème qui me semble, dans l'histoire des sciences, on aurait pu se poser bien avant, et qui a été posé en fait au début du 19e siècle, et qui est le suivant. Il y a quand même dans l'évolution du temps quelque chose qui est irréversible. Les phénomènes naturels, quand ils évoluent spontanément, quand vous mettez par exemple du sucre dans une tasse de café, vous observez que le sucre est dilué dans la tasse de café. Et on n'observe jamais que, après un certain temps, le sucre, par exemple, se reconstitue en morceaux et se sépare, par exemple, de la masse de café. Dans la théorie de l'évolution de Darwin aussi, il y a une évolution qui donc va, si vous voulez, du poisson, etc., vers les hommes, mais on n'a pas observé à ce jour une évolution inverse, quoi. Donc, il y a, dans l'observation des phénomènes naturels, quand on n'intervient pas, un sens du temps qui s'appelle la flèche du temps. Je vous dis des banalités, mais il va falloir formaliser tout ça en physique. Et vous voyez, autant Newton fait son boulot au XVIIe siècle, enfin à la fin du XVIe, au début du XVIIe, il a fallu attendre presque un siècle de plus pour arriver à ce que les physiciens s'intéressent à ce problème de l'irréversibilité. Et alors, il y a deux dates que je vous indique. Là. En 1811, par exemple, Joseph Fourier, le nom de mon université, qui était préfet à Grenoble, qui le soir faisait des expériences dans la cave de la préfecture. Donc, Joseph Fourier étudie la propagation de la chaleur. Il chauffe une barre de fer à un bout, et puis l'autre bout est gardé froid, et il s'aperçoit que la chaleur diffuse du corps chaud vers le corps froid. Et il se pose cette question un peu bête et débile, pourquoi la chaleur ne va jamais du corps froid vers le corps chaud? Spontanément. Spontanément. Si vous avez un frigo, évidemment, il faut un moteur, ça peut faire comme ça. Alors, à la même époque, enfin quelques années après, vous avez un physicien français, Sadi Carnot, qui étudie les enregistrements, les données des ingénieurs anglais qui creusaient des mines avec des machines thermiques en brûlant du charbon. Et il s'intéresse à la nature des énergies. Alors, on ne savait pas à l'époque, déjà, il faudra attendre Claudius, pour savoir que l'énergie est conservée, mais il sent bien, et il comprend bien, après les observations qu'il a, que la chaleur qui permet de faire fonctionner les machines thermiques, les locomotives, enfin toutes les machines à vapeur, ne produit pas tout le travail qu'on aimerait, et qu'il y a une dissymétrie entre le travail et la chaleur, et que surtout les meilleurs ingénieurs du monde, qui à l'époque étaient anglais, n'arrivent pas à augmenter le rendement de ces machines thermiques. Et une réflexion qui va être en fait reprise pendant tout le XIXe siècle, et qui va produire, si vous voulez, des concepts nouveaux dont je vais vous parler dans un instant, qui sont ceux de l'entropie, par exemple, et pas de l'énergie. Mais il y avait aussi, en même temps, des observations sur des mouvements naturels
qui était extrêmement bizarre, totalement erratique. Il n'y a pas de force qui s'exerce sur les particules. Alors voilà par exemple une petite particule colloïdale, toute petite, lors de la taille du micron, à la surface de l'eau, observée par un microscope par Jean Perrin, ici. Et on s'aperçoit, si on suit la trace de cette particule, qu'elle a des trajets extrêmement chaotiques et qu'elle n'est pas du tout en ligne directe et que pas de force s'exerce sur cette particule, si ce n'est que l'eau, le bain est chauffé à une certaine température donnée, donc il y a ce qu'on appelle une agitation thermique. Voilà par exemple 3 enregistrements de Jean Perrin ici, qui ont permis de calculer très en détail ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement brownien. Et vous voyez tout de suite que cet événement, ce phénomène naturel, évidemment, n'est pas du tout réversible en temps. Si à un moment donné, vous décidez, même en changeant la vitesse, de lancer la particule autrement, elle va continuer à faire un mouvement erratique, brownien et tout et tout. Donc, il y a des phénomènes physiques, et ça c'est un peu l'archétype de ces phénomènes physiques que l'on peut étudier quantitativement, où les événements ne sont pas, l'évolution temporelle n'est pas du tout réversible, mais elle est irréversible. Et Perrin était très intéressé par cela, et il disait évidemment que tout cela venait de l'agitation thermique et du chaos qui existe dans la nature, et qui n'est pas du tout dans les équations de Newton, ni même d'Einstein, je veux dire, qui essayait évidemment de se mettre le plus loin possible de ces situations de chaos. Et Jean Perrin, en 1909, donc, fait cette observation. Il est capable de quantifier, si vous voulez, le mouvement brownien avec Einstein en 1905. Et il écrit un texte que j'aime bien vous lire parce que je trouve qu'il est très beau et qui montre que déjà, même du temps des Grecs, il y avait cette idée qu'il y a quelque part du désordre et du chaos. Voyez ce qu'il dit. Molécule, il y a 20 siècles peut-être, sur les bords de la mer divine où le chant des Aèdes, des poètes, venait à peine de s'éteindre, quelques philosophes enseignaient déjà que la matière changeante est faite de grains indestructibles, en mouvement incessant, atomes que le hasard ou le destin auraient groupés au cours des âges selon des formes ou les corps qui nous sont familiers. Mais nous ne savons presque rien de ces premières théories. Donc déjà dans l'Antiquité grecque, il y a cette intuition que la matière est en mouvement éternel. Il y a un bruit sous-jacent, il y a une agitation thermique, et que c'est au hasard de ces chocs que l'on peut constituer et fabriquer des éléments. C'est une idée extrêmement moderne, si vous voulez, qui a été reprise au XXe siècle, mais qui n'est pas dans la description qu'en donne Newton. Einstein, alors l'explication d'Einstein, si vous voulez, elle est simple, hein. Il dit, voyez, ce qu'on observe, c'est les particules rouges. Par exemple, si vous regardez ici la figure de gauche, elle est plongée, elle est à la surface de l'eau. C'est une particule colloïdale observée au microscope. Et vous avez dessous toutes les molécules de l'eau qui, sans arrêt, frappent la particule et lui donnent ce mouvement chaotique que l'on observe. Et donc, il existe donc un monde sous-jacent à nous qui est un monde d'agitation, de chaos, et pour lequel le désordre est là, et qui produit finalement une évolution totalement irréversible. Alors là, je suis totalement à contre-pied de la vision newtonienne, si vous voulez, de la physique. Et alors, les physiciens du 19e siècle se sont dit, il faut absolument que il faut trouver une grandeur physique qui ne soit ni la masse, ni la vitesse, ni l'accélération, ni le moment cinétique, ni l'énergie et tout ça, mais qui représente cette évolution irréversible au cours du temps et qui marque la flèche du temps. C'est pour ça que je vous ai choisi une montre un peu spéciale, si vous voulez, qui montre que le temps coule, c'est cool évidemment, mais on ne repasse pas tout à fait par le même point. C'est une montre un peu bizarre qui pas à porter évidemment, qui est plutôt qui montre que les choses sont plutôt sous forme de spirale. La première application est donnée par Boltzmann, donc à la fin du 19e siècle. Il fonde ce qu'on appelle une nouvelle discipline qui s'appelle la mécanique statistique, qui est donc quelque chose d'un peu bizarre, un oxymore, parce que la mécanique, c'est déterministe, et la statistique, c'est non déterministe par définition, c'est l'aléatoire. Et
il dit que pour comprendre cette flèche du temps et cette irréversibilité, il faut faire une autre boîte à outils qui s'appelle la mécanique statistique. Alors pour ceux qui voyagent beaucoup, si vous êtes allé à Vienne, au cimetière de Vienne, vous voyez la tombe de Boltzmann, qui a joué donc ce rôle décisif pour essayer d'expliquer l'irréversibilité des choses, l'évolution, la vraie évolution spontanée des phénomènes. Et si vous regardez attentivement sa tombe, il y a tout en haut une formule, c'est la deuxième formule que je vais vous mettre, S égale K log de W. Alors vous me direz, sur une tombe, c'est quand même un peu, c'est pas un cours de physique, hein, mais c'est vrai qu'il a fondé, il a défini cette grandeur physique qui va être la clé de la nouvelle explication de l'évolution irréversible. Alors, deux mots, je reviens sur cette formule, mais c'est tout ce que je ferai, je n'en dirai pas plus. Qu'est-ce que c'est que S? Alors, S, il appelle ça l'entropie. L'entropie de Boltzmann. Alors, il récupère le nom de l'entropie qui avait été trouvé par Sadi Carnot et puis par Clausius quelques dizaines d'années auparavant, quand il s'intéressait au rendement des machines thermiques. Mais il donne une interprétation qui est tout à fait nouvelle et qui va aller justement dans le sens qu'il veut, c'est-à-dire expliquer l'irréversibilité des choses. Alors il dit S, c'est une grandeur. Alors K, c'est une constante qui s'appelle la constante de Boltzmann. Le log, vous avez vu ça quand vous étiez petit. Pourquoi le log? Parce qu'il faut que ce soit une quantité, il faut que S soit additif, si vous voulez. Donc, voilà. Mais le point important dans la formule, c'est W. Qu'est-ce que c'est que W? Eh bien, W, il va développer cette théorie et qui s'avère extrêmement fondamentale pour la physique. W, c'est les états accessibles d'un système au cours du temps, quand il évolue. On le lâche. Alors voilà, je vous ai mis une figure, en tout cas, pour expliquer ça. Par exemple, il y a eu de longues discussions à l'époque. Donc, je vous rapporte une des discussions qui est que, imaginez que vous avez, par exemple, deux compartiments. Vous avez des molécules bleues, pas trop agitées, et vous avez des molécules rouges chaudes qui sont très agitées, mais vous avez un mélange. Donc, la température moyenne, elle est la même dans le compartiment A et dans le compartiment B. Certes, les molécules sont plus froides, d'autres sont très agitées, mais en fait, vous avez la même température. Et Maxwell, dans ses discussions avec Boltzmann, il lui dit, mais peut-on imaginer un dispositif qui permette de trier les molécules froides des molécules chaudes? Froide, c'est bleu, chaud, c'est rouge. Alors, dit-il, est-ce qu'on peut imaginer un démon de Maxwell aujourd'hui, qui trierait, si vous voulez, les molécules? Quand une molécule chaude se présente, par exemple, ici, il ouvre la trappe sur la figure de gauche et laisse passer la molécule rouge, et il les trie finalement suivant leur agitation, leur degré d'agitation. Et alors là, est-ce que ce démon peut-il exister? Et s'il existe, qu'est-ce qui se passe du point de vue, par exemple, de l'entropie? Ce tri des molécules tel qu'il apparaît ici dans les deux figures fait qu'au final, si vous voulez, vous partez d'un système qui est tiède, les molécules d'eau, par exemple, l'eau est tiède, et si ce démon existait, vous serez capable de faire un compartiment froid et un compartiment chaud. Et ça, c'est pas du tout l'évolution naturelle des choses. Donc, le démon de Maxwell n'est pas dans la nature des choses. Donc, grande controverse entre Boltzmann et Loschmidt à l'époque, parce que Loschmidt dit, un peu comme Maxwell, en fait, que si on est capable de trier les molécules, par exemple, c'est l'expérience de Loschmidt, ça s'appelle les échos de Loschmidt, ça a été repris aujourd'hui dans les labos, donc c'est pour ça que je vous en parle. Initialement, par exemple, alors c'est un peu le même problème que tout à l'heure, les molécules sont dans le compartiment de gauche, et puis elles évoluent, donc il y a la possibilité de traverser une paroi ici, qui laisse passer des trous, et les molécules se mélangent. Et si à un instant donné, vous êtes capable de changer la vitesse des molécules, à ce moment-là, vous allez retrouver en fait l'état initial. Alors que l'entropie, si vous voulez,
telle que Boltzmann l'a définie, elle croît dans la mesure où vous répartissez les molécules dans les deux compartiments. L'espace des phases accessibles, comme on dit aujourd'hui, a augmenté. Mais si vous avez à votre disposition cette petite machine de Loschmidt, vous pouvez faire revenir l'entropie dans sa position initiale. Alors voilà deux situations, par exemple, où la croissance de l'entropie, en fait, est peut-être mise en défaut par l'existence de petits capteurs et de dispositifs. Alors l'évolution spontanée, c'est que l'entropie augmente, donc l'espace des phases accessibles augmente, donc le désordre augmente, et la flèche du temps, c'est que le système, l'univers, disons, évolue vers de plus en plus de désordre. C'est une perte d'information à laquelle que l'on observe quand il se passe cela, et c'est une flèche du temps. C'est l'explication ultime que va donner Boltzmann sur l'évolution des systèmes naturels. Donc, il a construit une fonction, l'entropie, qui croît à mesure que les particules ont de plus en plus de liberté et visitent les deux compartiments, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, et qui, finalement, ultimement, si vous voulez, montre que la nature fait évoluer les systèmes vers un plus grand désordre ou encore avec moins d'informations. Alors, pourquoi cela vient? Parce qu'on s'intéresse quand même à des gaz qui comportent beaucoup de particules ou des systèmes qui comportent énormément de degrés de liberté. Ici, je vous dis que toutes ces théories qui ont été développées par Boltzmann à travers la thermodynamique statistique ou la mécanique statistique concernent des gaz où vous avez un très grand nombre d'atomes ou de molécules, le nombre d'Avogadro. Voilà. Alors l'explication qu'on peut donner aujourd'hui, alors maintenant c'est déjà des choses beaucoup plus récentes, si vous voulez, c'est que pourquoi finalement l'évolution naturelle des choses va dans ce sens. Pourquoi le désordre va augmenter? Pourquoi il va y avoir de l'irréversibilité? L'idée, c'est qu'à chaque instant, quand vous considérez un atome ou une molécule dans un gaz, elle a tellement de choix pour effectuer des collisions avec d'autres molécules que petit à petit, si vous voulez, c'est quand on suit la trajectoire, les collisions deviennent de plus en plus nombreuses et qu'il est pratiquement impossible de faire le chemin inverse. Autrement dit, l'explication ultime que donne Boltzmann de cette évolution des choses, pour les physiciens tout au moins, après on verra un petit peu en biologie pour l'univers et tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de degrés de liberté, les particules interagissent entre elles, il y a des collisions, et à chaque collision, on perd l'information sur les états antérieurs de la particule. Donc, pour les physiciens, si vous voulez, l'origine de l'irréversibilité se trouve là-dedans. Alors, on va discuter un peu plus après. Alors, ça a heurté évidemment tout ce qu'avait fait Newton auparavant et Galilée, puisque les équations du mouvement qu'ils avaient établies étaient totalement réversibles. Et donc, ici, on a de l'irréversibilité. Et Poincaré, en 1900 et quelques, essaye de calculer comment se fait-il que dans un gaz, il prend juste 10 atomes dans un container à la température ambiante, et il se pose le problème suivant. On sait que les équations de la mécanique régies par Newton ou par Einstein sont réversibles. Donc, à un moment donné, les 10 atomes vont se retrouver dans la position initiale. Il essaye de calculer le temps qu'il faut pour qu'il y ait cette récurrence. Eh bien, il s'aperçoit que ce temps est considérable, et pour 10 atomes, c'est en fait l'âge de l'univers. Autrement dit, quand vous avez étudié des systèmes qui ont énormément de degrés de liberté, eh bien, à chaque instant, vous perdez de l'information, le désordre augmente, et on ne peut pas revenir à l'état initial, bien que la physique microscopique, comme celle de Newton et d'Einstein, permette cela. Parce qu'il y a évolution naturelle vers le désordre et perte d'information. Voilà l'explication qui est donnée par les physiciens de cela. Alors, après, les choses ont été un peu plus compliquées encore. On s'est aperçu qu'il y avait si vous voulez, que les systèmes de particules, si on considère que c'est des boules de billard, par exemple,
En fait, ces particules-là, elles subissent par exemple des collisions. Imaginez que ce soit des atomes dans un gaz, mais il suffit de changer un tout petit peu la position initiale pour que les trajectoires divergent ici. Et à la fin, au bout de 4, 5, 6 collisions, on ait perdu la mémoire de l'état initial. Donc, dans ces systèmes classiques, cette fois-ci, il y a une perte importante d'informations sur ce qu'est la condition initiale. On dit qu'il y a une extrême sensibilité aux conditions initiales. Vous avez un autre phénomène qui a été beaucoup étudié et qui date de la fin du XXe siècle. Là, c'est celui, le chaos, qui est dû, par exemple, en météorologie, où il est très difficile de faire des prédictions au-delà de 10 jours, par exemple, parce que les choses se dégradent à mesure que vous faites, qu'il y a des collisions, que les nappes, par exemple, atmosphériques se mélangent, qu'il y a la turbulence qui apparaît et tout ça. Et il n'est plus possible à ce moment-là de faire des prédictions, et on a une évolution irréversible du climat et imprédictible. Donc, voilà où nous en sommes avec cette affaire-là. Et là, je voudrais juste vous dire que ces deux analyses-là, controversées, entre cette évolution des choses dans la nature, ont trouvé leur expression dans un débat qui a eu lieu en 1922 entre Bergson et Einstein. En fait, c'était juste après la guerre, enfin 4 ans après la fin de la guerre. Bergson invite Einstein sur les recommandations de Paul Langevin et à l'académie tout court. Et l'après-midi, il y a un débat sur le temps et la relativité du temps côté Einstein et le temps qui passe du côté de Bergson. Et alors, tout ce débat est retranscrit, si vous voulez, et c'est un moment dans l'histoire des sciences, entre un grand physicien, le plus grand peut-être, et puis un grand philosophe, où on montre un peu les incompréhensions qu'il peut y avoir. Par exemple, alors je commence par Bergson, dans l'évolution créatrice, il dit « L'univers dure, plus nous approfondissons la nature du temps, plus nous comprendrons que durer signifie invention, création de formes, élaboration continue de l'absolument nouveau. » Donc l'irréversibilité, ce n'est pas simplement la création du désordre, mais c'est une condition nécessaire pour qu'apparaissent de nouvelles structures. Einstein répond il ne faut pas attacher d'importance à la direction du temps, à l'irréversibilité. Nous savons que la différence entre passé, présent et futur est pour nous, physiciens, une illusion. Donc, vous voyez, les positions sont très marquées et on va retrouver ça aujourd'hui dans un certain nombre de théories qui sont développées en cosmologie. D'un côté, si vous voulez, le fait que le temps qui est décrit dans les grandes équations de la physique est en fait réversible, que le passé, qu'on peut très bien aller vers le passé, le présent et le futur et inverser le sens du temps sans qu'on change la nature des choses. Et donc cette idée que le temps qui passe et qui ne revient pas n'est en fait qu'une illusion, position d'Einstein, et la position de Bergson qui est à l'opposé. Alors, quelques mots sur ce qui se passe aujourd'hui. Alors, dans vous savez, l'autre théorie, la grande théorie physique du XXe siècle, c'est l'élaboration de la mécanique quantique, je veux dire. Et là, on a des choses alors complètement différentes. Les deux grandes théories du XXe siècle sont la relativité d'Einstein et la mécanique quantique qui a été fondée par un certain nombre de physiciens, Louis de Broglie en particulier, Niels Bohr, Heisenberg, Schrödinger. Et dans la mécanique quantique, le problème du temps qui passe aussi se pose d'une manière complètement différente de tout ce que je vous ai dit auparavant, même de ce qu'a dit Boltzmann, si vous voulez. L'idée de la mécanique quantique, c'est que, en fait,
la seule information qu'on peut avoir sur des systèmes simples comme une particule, si vous voulez, elle n'est que probabiliste. Autrement dit, une particule en mécanique classique, elle est là et elle a une vitesse qui est donnée. En mécanique quantique, vous avez une onde de probabilité qui vous dit que la particule pourrait être en partie là ou en partie là, que ce qu'on appelle la fonction de l'onde qui décrit cette amplitude de probabilité, elle peut s'étaler dans l'espace. Et qu'il n'y a pas de localité en particulier, alors que la physique classique est basée sur l'idée locale. Si une particule est là, elle a ses coordonnées et sa vitesse, des valeurs bien précises. En mécanique quantique, la même particule, l'électron par exemple, on ne peut au mieux que donner sa probabilité de présence. Donc vous voyez, l'aléa, le probable, ici, est vraiment au cœur de la matière. Et c'est quelque chose de très, très nouveau et qui a été développé, si vous voulez, avec énormément de succès au XXe siècle. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a aucune expérience faites dans les laboratoires, même les laboratoires les plus sophistiqués, qui mettent en doute les principes de la mécanique quantique. Mais du coup, l'univers dans lequel nous vivons, si vous voulez, c'est un univers fondamentalement aléatoire, à l'échelle infime, évidemment, de la particule. Alors, en fait, quand on regarde maintenant le problème du temps qui passe pour les particules quantiques, on s'aperçoit que s'il s'agit de décrire ces amplitudes de probabilité qui existent un peu comme cela, mais que nous ne sommes pas bien capables de connaître à chaque instant, il y a ce qu'on appelle les relations d'incertitude, eh bien, ça obéit à une équation qui, elle, est réversible au cours du temps. Autrement dit, on peut changer, on pourrait changer, mais ce n'est pas possible s'il y avait une expérience du genre renversement du temps par Loschmidt ou encore d'autres miroirs à retournement du temps, on pourrait penser que tout cela est réversible. La difficulté, si vous voulez, qu'il y a dans la mécanique quantique, c'est qu'il y a en quelque sorte au sous-sol un monde de probabilité, d'amplitude de probabilité, mais nous vivons au rez-de-chaussée, et là, chaque fois qu'on veut faire un sondage, qu'on veut faire une mesure, eh bien, ce n'est pas la fonction d'onde qu'on mesure, mais c'est le carré de la fonction d'onde, c'est-à-dire c'est sa probabilité de présence. Donc c'est plus du tout la même quantité que l'on mesure, et cette opération de la mesure ou de l'interaction de la particule avec une autre est totalement irréversible. Autrement dit, les fondements de la mécanique quantique ont deux aspects, à la fois réversibles et irréversibles, mais qui sont très difficiles à conceptualiser. Mais bon, il y a beaucoup d'expériences qui sont faites en ce moment et qui valident ce type d'analyse. Alors, je vous dis un mot sur le chat de Schrödinger. De la même manière qu'une particule peut être à la fois ici et là, en mécanique quantique, c'est la même chose dans le temps. Un être comme le chat de Schrödinger, puisque c'est lui qui a imaginé cela, peut être dans deux instants, à la fois dans le passé et dans le futur. Et alors, voilà par exemple une expérience qui n'a jamais été faite, je crois, due à la Société protectrice des animaux. Mais bon, vous avez par exemple, alors l'expérience est la suivante, vous avez un atome radioactif dans la petite boîte bleue, là, qui à un moment donné se désintègre. Au moment où il se désintègre, il y a un petit levier qui laisse tomber le marteau sur une ampoule de cyanure et le chat meurt empoisonné par le cyanure. Mais cet événement-là est un événement aléatoire. Il peut ou ne pas arriver. Il est dans les potentialités du monde quantique. Donc dans le monde quantique, on est à la fois vivant et mort, on est ici et là. Tant qu'on ne fait pas une mesure, tant qu'on ne fait pas une interaction forte. Et voilà, OK. Donc, pour la mécanique quantique, le futur est incertain. Oui, là, je me laisse un peu aller des choses. Alors, maintenant, je vais vous dire peut-être un petit point.
qui me semble important, en tout cas, à la lecture de tout ce que j'ai fait. Moi, ce qui m'intéresse, enfin, moi, un certain nombre de grands physiciens, enfin, moi, je ne fais pas partie de ces grands-là, mais des gens qui ont beaucoup réfléchi là-dessus. Ce qui intéresse aussi beaucoup les gens aujourd'hui, c'est comment la complexité qui apparaît dans les systèmes vivants peut être expliquée. Comment se forme, par exemple, l'ADN à partir d'une soupe primitive de macromolécules? Est-ce que le temps joue un rôle clé pour cela? Et voilà, toute une génération, un ensemble, une nouvelle école de pensée, si vous voulez, qui dit que le temps passe et c'est tant mieux. Parce que, bien sûr, pour nous, de temps en temps, c'est pas bien, mais le temps passe et c'est tant mieux parce que ce temps qui passe permet d'explorer beaucoup de choses dans l'espace des phases et en particulier faire émerger la complexité de nos systèmes. Par exemple, je ne vais pas développer cela, je n'en ai pas le temps, mais on a dit que l'entropie doit croître, si vous voulez, pour un système isolé. Et donc, si l'entropie croît, le désordre croît, jamais, jamais, jamais on formera une macromolécule, une peptide, ou comme l'ADN, si vous voulez. C'est absolument impossible, c'est contre les lois du deuxième principe. Alors, l'idée, c'est qu'il peut y avoir localement, par exemple, de la condensation, qui fait que les molécules, au lieu de se disperser dans le monde, elles interagissent comme ça, et elles forment soit des cristaux, soit des chaînes de polymères. Mais ce n'est pas en violation du deuxième principe de la thermodynamique, parce que le système est environné, et son environnement, si vous voulez, c'est lui qui encaisse en fait l'augmentation d'entropie. Le système peut diminuer son entropie, c'est-à-dire se mettre en ordre et aller vers une complexification, alors que l'ensemble du système obéit à la loi de Boltzmann sur l'accroissement de l'entropie. Alors, vous me direz, ouais, c'est pas bien quand même que le désordre augmente sur la Terre et tout ça, mais par exemple, sur la Terre, considérée comme un système pas tout à fait isolé, il y a le Soleil qui intervient et qui fournit de l'énergie, ce qui permet de compenser la création d'entropie. Idem pour l'univers, la fabrication, si vous voulez, au début, après les premiers instants de l'univers, où il n'y avait que de la lumière, la matière s'était apparue, puis la matière a interagi, les nucléons se sont formés, les étoiles se sont formées, les galaxies, les filaments et tout ça, et nous sommes en bout, là, dans une partie extrêmement évoluée du point de vue de la complexité des choses. Voilà. Ce sont des choses qui sont beaucoup discutées dans le livre de Carlo Rovelli. Vous trouverez des choses qui tournent autour de cela. Le gros problème aujourd'hui qu'ont les cosmologues, sachez-le quand même, ils n'endorment pas la nuit, c'est qu'il y a d'une part la relativité générale qui explique que l'espace est déformé par les masses, mais en même temps, il y a les forces de gravitation. Et quand les masses s'attirent, si vous voulez, à la fin, elles se collent les unes aux autres, et il y a ce qu'on appelle une singularité. Mais cette singularité, elle est compensée par la mécanique quantique. On ne peut pas localiser les particules, c'est pas possible. Donc, on trouve que dans les premiers instants de l'univers, là où il n'y avait que lumière et gravité, disons, bon, les photons interagissent aussi à travers leur énergie, si vous voulez, qu'il y a un équivalent de masse, enfin, relativité générale et tout ça. Et donc, il montre que, par exemple, dans les premiers instants de l'univers, 10-45 secondes après la singularité initiale, toutes les particules sont en communication entre elles et qu'il n'y a ni espace ni temps. Bon, l'idée est assez simple, hein, c'est l'idée d'Internet, si vous voulez. Quand vous êtes au début, il y a au 19e, au Moyen-Âge, vous communiquiez qu'avec vos premiers voisins, qui étaient vos voisins de votre village. Vous aviez 2, 3, 4 voisins. Aujourd'hui, vous communiquez avec tout le monde, par exemple, grâce à Internet, et la dimension de l'espace est devenue beaucoup plus grande. Si vous voulez faire de la géométrie dessus, vous avez un espace de dimension quasiment infinie. Et idem pour le temps, parce que le temps, c'est quoi? C'est un message qui passe de quelqu'un à un autre. Mais si vous pouvez parler avec tout le monde, le message passe instantanément de chacun vers tout le monde. C'est le graphe que je représente ici, où chaque sommet est en interaction avec tout le monde. Donc en fait, pas de temps. Le temps n'existe plus dans ces premiers instants de l'univers. Bon, ça c'est genre les cosmologistes et tout ça. Je crois que le temps passe aussi. Et alors, j'aimerais dire quand même une chose là-dessus.
Voilà les deux visions qu'ont les physiciens aujourd'hui sur cette histoire du temps. Il y a la version, disons, des physiciens qui croient que le réel, la réalité est dans le réel et que le futur est à découvrir. Dans la mesure où il y a tellement d'interactions, tellement de possibilités qu'on n'est sûr de rien. Et c'est pas vrai qu'il y a de la prédictabilité de tout ça. C'est la figure du haut, si vous voulez, où la Lune tourne autour de la Terre et puis vous êtes là où il y a la fenêtre noire, si vous voulez, mais on ne sait pas vraiment. Alors, si c'est vraiment la Lune et que c'est les équations de Newton, on sait prédire, et encore que pour des échelles de temps très longues, on ne sait pas vraiment prédire. Par contre, il y a d'autres physiciens, cosmologistes qui disent mais tout ça, finalement, c'est pas très intéressant. Ce qui compte, c'est la trajectoire dans l'espace-temps. Par exemple, la Lune qui s'entortille ici autour de l'axe du temps. Ici, c'est l'axe qui est horizontal. Et ça, c'est une trajectoire. Ils appellent ça un bloc univers. Donc, d'un côté, si vous voulez, il n'y a rien de nouveau sous le Soleil. C'est la figure du bas. De l'autre côté, il y a vraiment l'imprédictibilité des choses. Voilà. Bon, donc deux conceptions du temps s'affrontent en physique. Je le répète, peut-être c'est ce qui pourrait être, pour la physique en tout cas, la conclusion. Je vais passer aux machines dans un instant. Mais pour un certain nombre de physiciens, mais la grande majorité d'entre eux, les lois de la physique, c'est les lois de Newton, depuis Aristote d'ailleurs, Einstein, et c'est ça s'applique à des tout petit nombre de particules, un électron, un proton, un atome, un électron plus un proton, un noyau de carbone, etc., etc. Et ça, pour eux, pour ces gens-là, enfin pour moi, je fais partie du groupe aussi, pour nous qui sommes dans ces études-là, le temps qui passe est en fait une illusion parce que on peut très bien remonter le temps et refaire le voyage en sens inverse. Et puis, il y a toute une autre catégorie de physiciens qui s'intéressent à des problèmes où il y a énormément de particules qui interagissent entre elles. Et donc, c'est en particulier Boltzmann, peut-être mettre Leibniz dedans, Boltzmann, Poincaré, Prigogine, et puis Smolin maintenant, qui vient d'écrire ce bouquin, qui dit que, en fait, le temps est véritablement une création et on ne sait pas bien ce qui se passe après. Voilà. Alors, vous m'accordez combien 5 minutes? Bon, je vous dis un mot. Alors, tout ça, c'est des discussions extrêmement intéressantes, mais qui se passent quand même, comment dirais-je, à un niveau assez... il y a des expériences derrière, mais quand même assez philosophique. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, quand même, avec les progrès de la technologie, on peut faire des expériences quand même et essayer de trancher certains débats. Alors, l'idée quand même de beaucoup de gens, beaucoup d'écrivains, de scientifiques et tout, c'est peut-on retourner le temps? Et donc Wells a écrit ce livre-là qui s'appelle The Time Machine en 1895 et qui dit « L'homme civilisé pouvant s'élever en ballon en dépit de la gravitation, pourquoi ne pourrait-il espérer que finalement il lui soit permis d'arrêter ou d'accélérer son impulsion au long de la dimension du temps ?» ou même de se retourner et de voyager dans l'autre sens. Alors, il y a des films de science-fiction, là, Back to the Future, qui ont été tout à fait actualisés. Alors voilà une réflexion de Stephen Hawking, qui est quand même un grand physicien d'aujourd'hui, si vous voulez, et qui dit, en fait, c'est pas possible de refaire le voyage en sens inverse dans le temps pour la raison suivante. Il dit, c'est le paradoxe du grand-père, vous avez peut-être déjà entendu parler de cela, il dit que si on retourne dans le passé et qu'on tue son grand-père, il y a un vrai problème existentiel pour soi quand on revient dans le présent. Je veux dire, n'ayant pas de grand-père, en principe, on ne devrait pas exister. Et alors, il dit, on ne peut pas changer le cours du temps. Alors, attention, le cours du temps, hein,
Et il a une plaisanterie qui est assez intéressante. Il dit « La meilleure preuve que le voyage dans le passé est impossible et que nous n'avons pas été encore envahis par des hordes de touristes venant du futur. » Évidemment, dans le futur, on sait faire un million de choses qu'on ne sait pas faire nous. Et si on pouvait voyager dans le passé tous les jours, on verrait arriver des gens du futur qui disent « Bon, on va voir un peu comment ça se passe chez vous. On a des idées probablement fausses et tout ça. » Donc, voilà, par exemple, une plaisanterie de Stephen Hawking qui a son poids quand même. Par contre, si là, il s'agit du cours du temps, maintenant, si vous parlez de l'évolution d'un système simple, par exemple, eh bien, les équations, elles, sont réversibles pour les systèmes simples, Newton, l'équation des ondes, la mécanique quantique et tout ça. Et enfin, la mécanique quantique, c'est un peu plus délicat. Et donc, on peut peut-être créer des machines qui renvoient vers le passé. Alors, je vais terminer là-dessus parce que je crois que vous avez, enfin, ceux qui étaient là en 2011 ont eu déjà le séminaire de Matthias Fink. Il a inventé des machines à retourner le temps à partir des ondes, si vous voulez, qui propagent dans des milieux très compliqués et par un système très simple. Je ne sais pas si je le décris, non, je l'ai supprimé justement parce que je voulais terminer dans les temps. Retourner le temps, c'est que par exemple émettre un signal, puis vous l'enregistrez et puis vous le réémettez à l'envers avec c'est des signaux acoustiques pour faire des choses très simples. Et à ce moment-là, ce que vous retrouvez, c'est la scène primitive, enfin la scène initiale. Si vous voulez, si vous avez envoyé une excitation, une onde, formulée par exemple une parole et tout, vous pouvez la retrouver avec ces miroirs à retournement temporel qui par ailleurs ont eu beaucoup d'applications. Parce que là, j'ai parlé un petit peu philosophie, fondement de la physique et tout ça, mais sachez aussi que cette histoire de retourner le temps, enfin de s'intéresser à l'évolution des systèmes dans le temps et d'essayer de les renvoyer dans le temps par des miroirs, par des dispositifs, il n'y a pas que ceci, il y en a d'autres aussi, ça peut avoir des applications. Par exemple, une des applications qu'ils ont obtenues dans leur laboratoire, c'est de l'imagerie, par exemple, à l'intérieur du corps, où ils envoient un signal, par exemple pour la lithotripsie, où il y a des pierres dans les reins, si vous voulez, ils étudient le signal qui revient, puis ils le réémettent en retournant le signal et tout, et ils arrivent en fait à converger sur l'anomalie, sur le tissu. Alors, énormément d'applications aujourd'hui avec ces miroirs à retournement temporel, appelé abusivement retournement temporel parce qu'il ne change pas le cours du temps, mais il change l'évolution du système au cours du temps. Voilà, distinction qu'il faut faire, communication sous-marine. Et je voudrais terminer par voilà, de multiples applications avec ces histoires de miroirs à retournement temporel. Et je voulais terminer quand même par ce texte que je trouve très beau. C'est les 10 dernières lignes du Temps retrouvé de Marcel Proust, et ou qui est en plein, je trouve, dans le sujet, et puis bon, qui est quand même grand écrivain. Je vous le lis. Comme si les hommes étaient juchés sur de vivantes échasses, grandissant sans cesse, parfois plus hautes que des clochers. Et j'y décrirai les hommes, cela dût-il les faire ressembler à des êtres monstrueux, comme occupant dans le temps une place autrement considérable que celle si restreinte qui leur est réservée dans l'espace. Une place au contraire prolongée sans mesure, puisqu'ils touchent simultanément comme des géants plongés dans les années, à des époques vécues parues si distantes, entre lesquelles tant de jours sont venus se placer dans le temps. Voilà, je voulais terminer par cela. Conclusion, enfin je ne sais pas s'il y a une conclusion, il n'y en a pas de conclusion là-dedans, mais comme le dit Proust pour les hommes, le temps est la grandeur la plus fondamentale de la physique, j'en suis infiniment persuadé. Le temps est réel, le futur est inconnu, l'irréversibilité apparaît dans tous les grands systèmes, elle est universelle. Le temps, en fait, quelle est cette unité de temps-là? C'est pas exactement la seconde ou la femtoseconde, c'est le temps que met l'information pour être communiquée entre deux systèmes. Ça, c'est peut-être l'unité, le bip du temps de l'irréversibilité. Et l'émergence des systèmes complexes est le produit du temps qui passe et qui ne revient pas.
Voilà, j'ai terminé. Merci de votre attention. Ça, c'est pour ceux qui... Merci. Merci pour cette conférence qui, à mon avis, dans sa préparation, vous a demandé beaucoup de travail. Parce qu'il faut savoir, la plupart des conférences que nous présentons ici demandent beaucoup de temps de préparation, d'abord pour adapter le langage au public. Et c'est un gros effort que vous faites et je vous en remercie au nom de nous tous. Voilà. Alors maintenant, vous avez peut-être des questions, je ne sais pas. À moins que vous ayez tout compris comme moi. Pourquoi vous riez? Alors, on va vous donner le micro tout de suite. Et c'est parti pour les questions. Bonsoir, merci beaucoup de votre conférence. L'introduction que vous avez pu faire en présentant la lecture chinoise ou extrême-orientale du temps présageait que l'on allait peut-être en reparler ultérieurement. Peut-être avez-vous réservé ça pour nos questions. L'avez-vous plus précisément étudié et compris combien, pour les Chinois, cette notion cyclique est à la fois en mesure d'expliquer le futur et de guérir le passé? Il y a des méthodes de médecine chinoise qui nous permettent, en s'appuyant sur cette lecture du temps, une lecture du temps cyclique, répétitif, basée sur une mathématique à base 60, répétée pour les années, les mois, les jours et les heures, de définir des cycles très précis qui expliquent quels sont, entre autres en acupuncture, les points qui sont ouverts à certains moments et qui nous permettent, grâce à ça, d'aller chercher un événement du passé traumatique, quel qu'il soit, voire même très ancien, et de trouver des solutions thérapeutiques d'une façon très intéressante. Les Chinois nous disent, entre autres, et je voulais simplement... Bon. Je ne voulais pas vous couper la parole, mais j'attends voilà. peut-être une question un peu précise. Pour replacer juste une toute petite phrase qui est très classique dans les livres chinois, c'est de pouvoir dire que le général a perdu la bataille, il a 50 ans, il est chef des armées, il perd une bataille, et l'explication, c'est que le jour de son enterrement, le rite funéraire n'a pas été respecté comme il faut. Ce qui veut dire que 20 ans après, lors de son décès, et cet impact de cette date future a déjà une incidence sur le présent. Et ça, c'est quelque chose qui est présent dans les sciences chinoises d'une façon très, très précise et très efficace. Merci. Merci, monsieur. Vous connaissez bien le sujet, visiblement. Alors, je ne sais pas si notre physicien va pouvoir vous répondre. Écoutez, non, moi, je suis... j'allais vous dire que je suis très intéressé par ce que vous avez dit. Mais moi, ce que j'ai lu, si vous voulez, c'est que il est vrai que la science chinoise, par rapport à la science occidentale, a eu, je qualifierais ça d'une difficulté, bien que le terme ne soit pas tout à fait correct, mais ils ont, à l'époque où Newton, Leibniz, fondé par exemple, formaliser, disons, les lois physiques par des équations, inventer le calcul différentiel intégral, les Chinois n'étaient pas intéressés par cette formalisation-là. Ils restaient toujours dans le qualitatif. Et ça recoupe un peu ce que vous dites ici, avec une démarche pour apprécier les choses, non pas par la quantité, mais par la qualité. Et ils ont eu, par rapport au temps, ce que je citais ici, l'idée, si vous voulez, que, par exemple, le temps récurrent, le temps qui revient, le temps périodique, qui met en cause le principe de causalité qui, pour nous, occidentaux, est rédhibitoire, quoi. En disant, attendez, si on perd le principe de causalité, on perd beaucoup pour la science explicative. Et j'ai l'impression, enfin, je ne suis pas assez, vraiment, franchement, je suis à la limite de mes connaissances, mais ce que je sais, c'est que
le développement de la science en Occident, ayant formalisé les choses, si vous voulez, a tout de suite rencontré des problèmes sur cette réversibilité, sur la périodicité des mouvements et tout ça. Alors que, à la même époque, c'est-à-dire au XVe, au XVIe siècle, les scientifiques chinois étaient plutôt concernés par des choses beaucoup plus pratiques, comme la navigation, par exemple. C'est eux qui ont inventé la boussole qu'ils utilisaient à cette époque, ou encore faire des forages extrêmement profonds. Et voilà, la construction des bateaux et tout ça. Et si vous voulez, on a eu quand même, alors là je parle comme un occidental, et ça donc mériterait d'être quand même relativisé, mais on a eu, si vous voulez, l'apport des Grecs qui était fondamental, qui ont voulu, en regardant le ciel, donner une explication qui était plus formelle, enfin plus de formaliser les choses, de trouver des lois, si vous voulez, bon, de mesurer la distance de la Terre au Soleil, en fait, déjà au IVe siècle avant Jésus-Christ, etc., etc. Bon, je réponds à côté de votre remarque, j'en suis bien conscient, mais c'est tout ce que je sais là-dessus. Merci pour cette réponse. Une autre question ici, Oui, donc là-haut, bonsoir. tout à gauche. Je tiens déjà à vous féliciter parce que vous avez essayé d'expliquer des notions abstraites comme vous le pouviez, donc essayez d'être indulgent aussi. Les questions sont d'autant plus difficiles à poser puisque le sujet est délicat. Moi, j'ai noté 4 points parmi lesquels les physiciens parlent d'univers en expansion, ce qui pourrait changer peut-être la notion, la mesure de la distance ou la mesure du temps, tout simplement. Est-ce que c'est un concept qui est pris en compte dans les débats, puisque un point plus près du centre parcourt une distance peut-être plus petite qu'un point plus éloigné, donc ça pourrait changer un petit peu, ça pourrait être une équation, enfin un paramètre pris en compte dans l'équation. Le fait aussi que quand on parle de renverser le temps, est-ce que ce serait aussi bête de parler de renverser l'espace? Est-ce qu'on ne peut pas chercher une solution? Oui, c'est un peu... je trouve ça un peu comique parce qu'il suffit, je dis il suffirait de changer la direction de cet espace-là pour revenir quelque part. Mais, et j'ai presque fini, est-ce que quand je lance une roue, par exemple, ou une boule, elle parcourt une distance, est-ce que la fait revenir en arrière en termes de mouvement, en termes de distance parcourue? Est-ce qu'on est revenu en arrière vraiment? Puisqu'on a quand même effectué des kilomètres en plus. Et puis, je ne sais pas, il parlait justement des équations du temps et du cours du temps. J'aimerais faire cette différence, que vous rappeliez cette différence, c'est ce que je n'ai pas compris. Et vraiment, pour terminer. Entre le cours du temps et l'équation du temps, il en a parlé dans ces termes. Et pour terminer, Attendez, il va retenir, je vais lui dire, il va retenir. Parce que c'est quelque chose qu'il m'a dit Il a pris des notes et tout. Genre, est-ce que le temps est lié à la chaleur? Parce qu'il est parti du début. Est-ce que le temps est lié à la chaleur pour que moi aussi j'appelle l'EDF et leur dire qu'ils me font payer trop cher la facture à ce niveau-là? Bon, alors... juste quelques mots, là, je ne suis pas sûr d'avoir tout noté. Oui. Mais actuellement, par exemple, dans la cosmologie, si vous voulez, l'univers est en expansion. Bon, c'est ce qu'on observe depuis un certain nombre d'années. Alors, c'est même un peu plus compliqué que ça parce qu'il semblerait que l'expansion s'accélère, en fait, en présence, et on a supposé qu'il y a justement l'énergie noire qui, comment dirais-je, diminue un petit peu l'attraction de Newton. Voilà. Alors, l'attraction des masses qui freine quand même l'expansion. Parce que le modèle cosmologique est très simple. Le Big Bang, c'est une explosion initiale. Tout vole en éclats, mais tous les bris, tous les bouts qui volent en éclats s'attirent quand même par la force de gravitation. Donc l'explosion freine, si vous voulez, elle ne va pas n'importe où. Elle risque même, si la masse totale dépasse une certaine valeur, de revenir comme un Big Crunch un jour, de se reconstituer. Voilà où en sont les choses. Alors, et le temps dans tout ça, dans ces théories-là, si vous voulez, le Big Bang, enfin les théories, comment dirais-je, canoniques, le temps est simplement quelque chose d'extérieur à l'évolution.
de l'univers. Si vous voulez. Bon, ça explose, on a un chronomètre, on mesure à chaque instant, depuis 13,4 milliards d'années, tout ce qui se passe dans l'évolution de l'univers et tout ça. Le temps n'a pas de particulier. Alors, dans des choses beaucoup plus récentes, comme le livre de Smolin, par exemple, il dit, attention, le temps, comme il y a cette interaction qui est forte et qui est quand même la clé du comportement de l'univers, qui est l'interaction de gravitation, elle-même intervient dans le temps. Alors non seulement dans le cas de la relativité générale, mais elle peut donner aussi des unités de temps qui ne sont pas les mêmes. Ils pensent d'ailleurs, un certain nombre de gens pensent que ce qu'on appelle nos constantes universelles, comme par exemple la constante de gravitation, la charge de l'électron, enfin c'est dans les cours de base, la constante de Planck et tout ça, pourraient elles-mêmes évoluer au cours du temps. Donc les valeurs actuelles auraient été peut-être moindres dans le passé. Donc voilà, alors il y avait 3 questions. Les factures du chauffage, ça c'était à la fin. Là. Oui, ça c'était à la fin. Il y Le avait aussi temps et la renverser chaleur, l'espace. ouais. Non, ce que j'ai dit dans mon séminaire, là, dans ma conférence, c'est que ce qui est assez remarquable, si vous voulez, c'est que c'est Joseph Fourier, donc le premier, qui commence à faire des expériences sur le transfert de la chaleur, si vous voulez. Et il s'aperçoit que la chaleur considérée comme un fluide à l'époque, aujourd'hui on sait que c'est des atomes agités, hein, des gens très agités comme certains, et d'autres moins, qui sont froids, d'autres chauds. Et on sait que Fourier va définir une équation qui définit la propagation de la chaleur. Et c'est la première équation dans l'histoire des sciences qui est irréversible par rapport au temps. C'est-à-dire, il doit mettre dans la mathématique de l'équation quelque chose qui dit que jamais la chaleur ne pourra revenir du froid vers le chaud. Et donc, il a produit la première équation dans l'histoire des sciences où il y a justement cela. Alors, par rapport à la facture de chauffage, je ne sais pas trop que dire, si ce n'est qu'il faut que vous la payiez quand même dans le futur. Sous peine Je crois que c'est un bon conseil quand même, Roger Ménard. Une question ici. Bonsoir. On va essayer de poser une question par personne, si vous voulez. Hein, l'autre jour, je regardais un documentaire consacré à Stephen Hawking. Et alors, selon Stephen Hawking, Dieu ne peut pas avoir existé parce que avant le Big Bang, le temps n'existait pas. Or, selon lui, Dieu a besoin de temps pour pouvoir s'exprimer. Donc, c'est la raison pour laquelle, selon lui, Dieu ne peut pas avoir existé. Hein. Donc, c'est la thèse naïve, à mon sens, de Stephen Hawking. Mais ma question, c'est peut-on être sûr que la notion de temps n'existait pas avant le Big Bang? Et si tel est le cas, comment l'instant singulier a-t-il pu avoir lieu? Oui, on sent un paradoxe là derrière qui se profile. Moi, ce que je lis, et on n'a pas fait d'expérience, évidemment, de tout cela, c'est que le temps, si vous voulez, dans les dernières théories, le temps apparaît non pas au moment de la singularité, quand toute la matière du monde, de l'univers, est en un point, mais au moment où il y a l'explosion. À un moment donné, si vous voulez, le fait que la lumière va se transformer progressivement en masse va amorcer, déclencher une horloge et qui est justement l'évolution du temps qui va apparaître. Voilà ce que un certain nombre de cosmologistes pensent. Ils pensent que la question, et avant la singularité, qu'est-ce qu'il y avait, est une question qui n'a pas de sens dans la mesure où il n'y a pas d'avant. Il n'y a que après. Alors vous me direz, pourquoi cela? Bon, peut-être Dieu, je ne sais pas. Alors là, vraiment, on est dans un domaine hyper spéculatif, mais c'est un peu difficile d'aller au-delà de ça. Quand même, peut-être que demain, dans des labos, d'ailleurs, vous savez, on peut quand même refaire des expériences. Par exemple, les trous noirs, il y a beaucoup de gens qui essayent de faire des trous noirs en labo.
bon, c'est un peu dangereux, mais pas trop quand même, pour s'approcher de la singularité. Le trou noir, c'est la singularité du fait de l'attraction gravitationnelle des masses, hein. À un moment donné, elles sont extrêmement proches et elles déforment tellement l'espace-temps, si Einstein a raison, et quand même Einstein a raison, semble-t-il, que la lumière ne peut plus sortir. Enfin, l'espace est tellement déformé que toute énergie est prisonnière dedans. Eh bien, ce que je disais, c'est que peut-être il y a des questions que vous posez et que peut-être auront des solutions demain dans des laboratoires. Je veux dire, en faisant par exemple des expériences, bon, bien sûr, très contrôlées, en faisant ce qu'on appelle des rapports d'échelle, hein. Bon, si ça se passe à notre échelle, c'est pas du tout l'échelle de l'univers, mais peut-être ces singularités-là, on peut les créer aussi dans certaines conditions. Bon, faut faire un peu attention quand même aussi, je reconnais. Oui. Professeur, vous êtes fâché avec moi? Bon, parce que vous vous éloignez de plus en plus. Je croyais que vous m'en vouliez de quelque chose. Très bien. Alors, une autre question? Oui, une question rapide. Tout au début de la conférence, on a parlé de Carlo Rovelli qui propose une théorie dans laquelle il dit qu'il s'affranchit du temps comme quantité physique fondamentale. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de manière simple en quoi ça consiste cette théorie, comment on peut s'affranchir du temps comme quantité fondamentale? Ça, c'est une chose. Et Attendez, on va déjà répondre à ça. Et sauf si ça ne prend pas le temps d'une conférence, est-ce qu'il y a une petite réponse? Est-ce qu'il y a une réponse à donner à cette vraiment question? une réponse, comme on dit, pas très élaborée, parce que honnêtement, je suis loin d'avoir tout compris. Les gens qui travaillent sur la gravité quantique ont fait des théories très complexes et mathématiquement très difficiles à raconter. Il y a d'une part la théorie des cordes, qui sont des singularités. Les particules, cette fois-ci, se trouvent dans des cordes dans un espace-temps de 11 dimensions. Je ne dis pas ça, mais je n'ai pas bien compris pourquoi 11 et pas 13 ou 7, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Carlo Rovelli a fait, avec d'autres, il y a depuis maintenant 25 ou 30 ans, ce qu'il appelle la théorie des boucles. Et il pense que on s'approche, si vous voulez, dans ces premiers instants de l'univers et dans ces interactions dont les énergies sont considérables. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce que peut faire le CERN, si vous voulez. On s'approche de singularités qui ne seraient pas des filaments, mais qui seraient des boucles. Et il se trouve que ces boucles-là, alors que les filaments, si vous voulez, peuvent donner une ligne pour le temps, pour l'évolution, ces boucles-là donnent une idée que le temps se boucle, en fait, qu'il y a une espèce de période qui se forme dans les premiers instants de l'univers. On est en train de parler de 10 puissance moins 45e seconde de la naissance de l'univers. Oui, c'est pas une chose courante quand même. Je dirais, enfin, c'est arrivé une fois, voilà. Donc, alors, voilà ce que j'ai compris. Carlo Rovelli, dans son bouquin, et puis dans d'autres livres aussi, les gens qui sont les adeptes de la théorie des boucles, qui est peut-être plus en faveur aujourd'hui que la théorie des cordes, disent cela. Disent, les interactions sont tellement fortes qu'il y a en quelque sorte la ligne d'espace-temps se boucle, et du coup, il n'y a pas de temps, si vous voulez. Voilà, une explication pas chère, enfin, pas vraie probablement, mais en tout cas. Oui. Et Et la dernière chose. La deuxième question très, très rapide, quand vous exposez le point de vue d'Einstein concernant le temps et la différence entre les systèmes à très peu de particules et beaucoup de particules dans lesquels il y a les processus d'irréversibilité ou pas, Einstein aussi, il a traité et il a découvert des équations comme l'équation de la diffusion qui sont irréversibles. Donc c'est peut-être un point de vue un peu schématique concernant le point de vue d'Einstein. Merci, c'est une très bonne remarque. Là, je m'aperçois qu'il y a des gens qui écoutent quand même, hein, et qui connaissent pas mal la musique. Je suis d'accord, Einstein, le paradoxe d'Einstein pour moi, c'est qu'il a donné la bonne explication du mouvement brownien. Il a été le premier à donner, qui est l'archétype, si vous voulez, d'un mouvement irréversible.
Mais quand vous lisez le papier, alors c'est un papier que j'ai lu, ce papier de 1905, Einstein, pas en allemand, mais traduit en anglais. Et il précise bien, c'est pas ça qui l'intéresse en fait. Lui, la bagarre à l'époque, c'était de savoir si la nature profonde de la matière était un fluide ou des atomes, discrètes ou continus. Il avait sur le dos Mach, le physicien autrichien, qui lui était un adepte de la théorie des fluides énergétiques et tout ça, et qui menait la vie dure à Boltzmann, qui lui évidemment est l'homme de la discrétion, de la discrétisation, puisqu'il dénombre des choses, là, les combinaisons et tout ça, comme si les atomes existaient. Et lui, Einstein, il est très content de faire son papier 1905 sur le mouvement brownien, non pas parce qu'il découvre pour la première fois une théorie de l'irréversibilité qui va justifier l'équation de diffusion de Fourier, hein, exactement comme vous l'avez dit, si vous voulez. Mais parce que, pour l'expliquer, il utilise la théorie atomique. Et ça, évidemment, Mach n'était pas content du tout. Enfin, c'est la bagarre, je veux dire, à l'époque, entre les deux. J'aurais peut-être quelque chose à ajouter, mais je ne me souviens plus trop quoi. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ce que Alors, je peux oui, moi, vraiment comprendre. moi, je partage un petit peu votre question et votre perplexité. Je pense que Einstein avait tout pour... Mais c'est compliqué, hein, les gens. Par exemple, Einstein a récusé la mécanique quantique. Il pensait que l'ultime connaissance qu'on pouvait avoir de la matière, c'était pas une probabilité. Ce qu'il y avait dessous, comme dans le cadre du mouvement brownien, une agitation, ce qu'il appelait des variables cachées. Einstein, dans sa tête, si vous voulez, et d'ailleurs, ayant travaillé beaucoup sur le mouvement brownien, il a transposé les concepts qu'il avait utilisés pour le mouvement brownien pour essayer de comprendre la mécanique quantique. Et ça n'a pas marché, parce que après, bon, toute une histoire. En 1935, avec Brodowski et Rosen, ils font une théorie en disant que la mécanique quantique n'est pas bonne parce qu'il y a des variables cachées. Et puis, M. Bell, après, fait une inégalité. Les expériences sont faites, en particulier en France, par Alain Aspect, et qui montrent que c'est bien l'interprétation quantique probabiliste qui est bonne et que Einstein s'est planté. Voilà, c'est un peu blasphématoire, répéter le pas pour ma carrière, c'est pas très bon. On va le dire à personne, promis. Monsieur. Oui, merci pour votre conférence. Je suis assez profane en la matière, bien que je m'intéresse beaucoup à ce qu'on peut dire sur la physique quantique. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de l'application de la physique quantique comme on vit tous les jours avec les applications de la physique, de la mécanique classique, elle est là tous les jours. Est-ce que vous auriez quelques exemples qui pourraient nous illustrer à quoi peut apporter, qu'est-ce que la physique quantique peut apporter dans la vie courante, dans ce qui pourrait être ce que l'on constate tous les jours? Écoutez, il y a beaucoup d'exemples de tous les jours. Je ne sais pas, les objets quantiques les plus familiers que vous manipulez chaque jour, c'est par exemple tout ce qui est la micro et la nanoélectronique. Elle est en partie quantique aujourd'hui. Le transfert, par exemple, est, comment dirais-je, les transistors à un électron, tels qu'ils sont implantés aujourd'hui dans les dans les tout petits processeurs, ne peuvent s'expliquer que grâce à la mécanique quantique. Bon, en optique, si vous voulez, bon, ça c'est de l'optique qui n'est pas quantique, mais si là, par exemple, ce soir, il y avait de l'optique quantique avec le pointeur laser. Le petit pointeur laser est un objet quantique qui ne peut s'expliquer que dans le cas de la mécanique quantique. Bon, quand vous allez aussi en médecine, chirurgie, tout ça, beaucoup d'instruments aujourd'hui sont basés sur les lasers et utilisent la mécanique quantique. Alors, l'ambition aujourd'hui, elle est encore plus grande des physiciens quantiques, c'est de faire des ordinateurs quantiques. Mais ça, c'est pour le moment dans les labos. Mais le jour où ça sortira des labos, et pourquoi pas, dans quelques temps, ça sera des ordinateurs d'une capacité de calcul absolument prodigieuse, je veux dire. L'idée est assez simple, c'est que tous les ordinateurs sont basés sur des mémoires à 1 bit, c'est 0, 1.
Donc ça existe ou ça n'existe pas. Alors que le bit quantique, c'est 2 pi, c'est une phase, je veux dire. Et dans une phase, si vous voulez, il y a une infinité de nombres. Il n'y a pas juste un nombre 0,1, quoi. Et donc ça, les gens sont en train de le fabriquer, mais bon, on l'a pas encore à Carrefour et tout ça, mais peut-être. On va Il y a s'arrêter là parce d'autres que exemples, franchement, on a j'imagine, pris enfin, beaucoup de votre énergie là et vous avez fait le voyage, vous êtes ici à Rennes depuis le début de l'après-midi, vous nous avez préparé une magnifique conférence, vous avez répondu à des questions assez pointues. Vraiment, un grand merci à vous, professeur Ménard. Grand merci. Alors la semaine prochaine, on parlera de l'aventure de Philae, les premières images de la surface de la comète avec Stéphane Lemouelik, un astrophysicien pour changer. Voilà, j'espère que vous serez là nombreux avec nous. Merci beaucoup de votre attention. Merci à Thomas et à Jean-Paul qui étaient à la technique en régie pour ce soir. Et bonne fin de soirée à tous. Et à la semaine prochaine, j'espère. Et encore merci, professeur Ménard.